Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous pour cette visite immersive où nous allons vous faire découvrir les sites incontournables de la ville de Cologne en Allemagne. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Nous nous sommes garés à l'extérieur de la ville et avons décidé d'utiliser les transports en commun qui proposent des City Pass à la journée pour 9 €. Après avoir acheté nos tickets, nous partons à la découverte de la ville, direction le triangle de Cologne. Situé sur la rive ouest du Rhin, cette impressionnante tour de verre et d'acier offre une vue panoramique sur la ville et ses environs. Avec ses 103 mètres de hauteur, le triangle de Cologne offre une plateforme d'observation accessible au public, offrant ainsi une perspective unique sur les principaux sites de Cologne, tels que la célèbre cathédrale, le Rhin et les quartiers environnants. Elle a été achevée en 2006. Fait architectural intéressant, sa façade sud se compose d'une double façade et permet ainsi une ventilation naturelle, même aux étages supérieurs. La tour est devenue un symbole architectural de Cologne et une attraction incontournable pour profiter d'une vue époustouflante sur la ville. L'entrée coûte 5 € par personne. Un peu plus loin se trouve le pont Hohenzollern. Il est entouré de statues de cavaliers qui représentent des figures historiques liées à l'histoire de la ville. Il symbolise l'époque de la domination prussienne dans la province du Rhin. 4 statues équestres de rois de Prusse et d'empereurs allemands de la famille Hohenzollern se situent de chaque côté. Le pont est bien plus qu'une simple infrastructure reliant les rives du Rhin. Il est chargé d'histoire et de symbolisme. Son histoire remonte à la fin du XIXe siècle. À l'époque, la ville de Cologne connaissait une croissance rapide et il devenait essentiel de construire un nouveau pont pour faciliter les déplacements entre les quartiers de la ville. Les travaux de construction ont débuté en 1907 et le pont a été inauguré en juin 1911. Il tire son nom de la maison royale de Hohenzollern, une puissante dynastie allemande. Au fil des ans, il est devenu un symbole emblématique de la ville. Sa structure métallique élégante et ses arches imposantes en font un point de repère emblématique de la ville. Il offre également une vue magnifique sur le Rhin, avec notamment une perspective imprenable sur la célèbre cathédrale qui se dresse majestueusement à proximité. Et on trouve d'ailleurs de nombreuses personnes qui se prennent en photo à cet endroit. Une véritable carte postale. On y aperçoit de nombreux cadenas, ajoutant une touche de poésie à l'histoire du pont. L'idée derrière les cadenas est qu'un couple écrive leur nom sur un cadenas, puis le fixe solidement aux grilles du pont, symbolisant ainsi leur amour éternel. Cette tradition des cadenas d'amour a commencé à se répandre à Cologne au début des années 2000, inspirée par des pratiques similaires observées sur d'autres ponts, célèbres dans le monde entier. Les couples attachent les cadenas sur les grilles du pont et jettent ensuite la clé dans le Rhin en signe d'engagement mutuel. Au fil des années, le nombre de cadenas a considérablement augmenté, créant un véritable spectacle visuel. Cependant, en raison des dommages potentiels causés à la structure du pont par le poids des cadenas, les autorités locales ont pris des mesures pour limiter cette pratique et des grilles spéciales ont été installées pour permettre aux amoureux de continuer à exprimer leur affection tout en préservant l'intégrité du pont. On trouve d'ailleurs à la sortie du pont des vendeurs et graveurs de cadenas. Avis aux amateurs. Après avoir traversé le pont, direction la cathédrale qui se situe à 250 mètres. Nous passons devant le musée Ludwig et la gare. Ce qui est frappant, c'est la foule entourant cette cathédrale. Avec ses 157 mètres de haut et ses 533 marches, elle est la deuxième plus haute église d'Allemagne et la deuxième ayant la plus haute flèche d'église au monde. Elle est entourée d'une construction moderne en béton, le plateau de la cathédrale. Elle est également la troisième plus vaste cathédrale de style gothique, après celle de Séville et le dôme de Milan.
Son authenticité architecturale, liée à une fidélité absolue au plan d'origine, ont été reconnues par l'UNESCO qui l'a inscrite en 1996 sur sa liste du patrimoine mondial. L'énorme façade ouest avec les 2 tours de plus de 7100 mètres carrés n'a pour l'instant été dépassée nulle part ailleurs dans le monde. C'est le monument le plus visité d'Allemagne avec chaque année plus de 6 millions de visiteurs venus du monde entier. Et il est vrai qu'elle est impressionnante. Son intérieur n'est d'ailleurs pas en reste. L'aménagement liturgique d'origine du chœur est encore très bien conservé. Il comporte un autel élevé avec un énorme monolithe de calcaire noir, considéré comme le plus grand de toutes les églises chrétiennes, des stalles en chêne sculpté, des écrans peints, 14 statues sur des piliers et des vitraux en verre polychrome qui forment le plus important cycle de ce type dans toute l'Europe du XIVe siècle. La cathédrale contient également une remarquable série de tombes de 12 archevêques datant de 976 à 1612. Parmi le grand nombre de chefs-d'œuvre que recèle la cathédrale, il faut noter le crucifix de Géraud ainsi que l'autel des Rois Mages. On citera également d'autres chefs-d'œuvre artistiques, comme l'autel de Sainte-Claire dans la nef nord et l'autel de Saint-Agilolphe dans le transept sud. Après cette visite de la cathédrale, nous nous dirigeons vers le centre de documentation sur le nazisme. Il a été fondé le 13 décembre 1979 sur décision du conseil municipal de Cologne et est devenu le plus grand mémorial local dédié aux victimes du national-socialisme de toute l'Allemagne. Entre décembre 1935 et mars 1945, cet immeuble abrita le siège de la Gestapo colonaise. Au cours des derniers mois de Seconde Guerre mondiale, des centaines de personnes, principalement des étrangers condamnés au travail forcé, furent exécutés dans la cour intérieure de la LD-Haus. Comme par ironie du sort, le bâtiment fut en grande partie épargné par la guerre. Il faisait partie des quelques bâtiments restés intacts dans le centre de Cologne, cette dernière étant l'une des villes les plus bombardées d'Allemagne, à 90%. On sent que le bâtiment est chargé d'histoire. Nous descendons dans le sous-sol pour découvrir l'ancienne prison de la Gestapo qui a été conservée et qui nous plonge vraiment dans l'ambiance de l'époque. Environ 1800 inscriptions et dessins réalisés par les détenus ont été conservés dans les 10 cellules qui composaient l'étage supérieur des caves, situées au-dessus d'un abri anti-aérien pour les agents de la Gestapo. Cette prison est l'une des mieux conservées de l'époque nazie et elle constitue un patrimoine culturel majeur tant sur le plan national qu'européen. Sortis de ce bâtiment historique, le cœur lourd, nous décidons de nous rafraîchir les idées en nous dirigeant vers 2 parcs. Cologne est une ville très verte et on peut y trouver de nombreux parcs. N'ayant pas le temps d'aller dans le Rheinpark, le plus grand de la ville, nous faisons un petit détour par le parc Hiroshima-Nagasaki, situé non loin du centre-ville et de l'université. Il y a souvent du monde qui vient bronzer, courir ou même faire des barbecues entre amis. On peut même acheter des barbecues à usage unique dans certains kiosques et il existe même des poubelles spécifiques pour les barbecues. On y trouve également un grand lac carré. Nous continuons maintenant vers le parc Liedenthaler Tierpark qui se situe un peu plus loin. Ici, les animaux viennent manger dans notre main. On
peut y acheter des graines et nourrir les animaux. Dans ce parc centenaire, un groupe de daims et de moutons soy se promènent librement. On peut y découvrir une variété d'oiseaux domestiques dans une volière traversante, notamment des canards et des pintades. On y trouve aussi des chèvres naines et des moutons très appréciés des enfants, mais aussi des ânes et d'autres animaux. Un petit passage bien sympathique si vous avez des enfants ou si vous aimez les animaux. Nous arrivons maintenant dans le quartier Brüsseler Platz et découvrons l'église Saint-Michel. Construite au XIXe siècle dans le style néo-gothique, l'église présente une façade impressionnante avec ses tours élancées et ses détails architecturaux élégants. Elle accueille régulièrement des événements musicaux, des concerts, des expositions artistiques et d'autres manifestations culturelles. Sortis de l'église, nous prenons la direction du Rhin et découvrons le quartier belge de la rue au fil de notre marche. C'est un des quartiers du centre-ville de Cologne et sa dénomination provient des nombreuses rues portant le nom de villes belges, telles que la rue d'Anvers et la place de Bruxelles. La zone regorge de restaurants servant des plats locaux et internationaux, de boîtes de nuit, ce qui en fait la destination par excellence où passer la soirée. Nous suivons la rue de Maastricht et arrivons à l'église Sainte-Marie, qui est une église baroque dans le quartier d'Innenstadt. L'église de pèlerinage est dédiée à Sainte Marie, la Vierge Noire. Elle a été achevée en 1715 et mesure 37 mètres de long et 17 mètres de large. À l'intérieur, on y découvre de jolis décors faisant plus penser à une chapelle qu'à une église. Nous reprenons la direction du Rhin et découvrons la vieille ville. On se balade dans les jolies ruelles chargées d'histoire. Dans ce quartier, on peut y découvrir deux places qui sont de véritables lieux de vie de la ville. La place du Vieux Marché est à présent un centre animé connu pour ses cafés, ses manifestations culturelles et ses carnavals. L'Alter Market, qui signifie ancien marché, est un lieu phare de Cologne. Elle est située à quelques pas du Rhin et du principal quartier commerçant. On y trouve l'hôtel de ville et on assiste d'ailleurs à un mariage. La place est bordée par de nombreux cafés. L'esplanade accueillait autrefois un grand marché médiéval ainsi que des tournois de joutes. On peut aujourd'hui y admirer des édifices d'architecture allemande traditionnelle ainsi que des monuments anciens dédiés aux fondateurs de la ville. La place accueille en été une foule venue se détendre sur les terrasses des cafés ou assister à des concerts en plein air. En décembre, le marché de Noël attire lui aussi des milliers de touristes avec sa patinoire, ses illuminations et ses étals de produits traditionnels. Au centre de la place se trouve une fontaine construite en 1884 en l'honneur de Jan van Wers, un grand général ayant connu de nombreuses victoires durant la guerre de 30 ans. Des bas-reliefs racontent l'histoire de Jan van Wers et de Griette, une jeune fille dont il était tombé amoureux étant jeune et qu'il avait repoussée car il n'appartenait pas à une famille aisée. Jan van Wert quitta alors Cologne et s'engagea dans l'armée. Lorsqu'il revint des années plus tard, après avoir épousé une jeune femme de la noblesse, il croisa de nouveau Griette, alors âgée, seule et pleine de regrets. Juste à côté se trouve la place Heumarkt, et on y découvre une place bien animée accueillant en son centre un food festival. Autour de la place, on trouve de nombreux bars et restaurants.
On y trouve aussi la statue équestre de Friedrich Wilhelm III, roi de Prusse. Elle a été consacrée par des représentants des citoyens de Cologne en septembre 1878. Et en octobre 2009, la statue équestre a été remise à sa place sur le E-Markt après de longs travaux de restauration. Nous arrivons dans le quartier de la vieille ville, qui parvient à être à la fois tendance et traditionnel. On y découvre des monuments historiques, des bâtiments colorés, des rues pavées, des bars, des galeries, des boutiques de créateurs, des restaurants. Un lieu vraiment très agréable. Étroitement enserré de maisons d'habitation et de commerce datant principalement des années 1970 et 80, cette basilique à 3 vaisseaux est à visiter. Son intérieur est splendide et on peut y observer la crypte reconstituée qui permet de contempler les fouilles archéologiques de l'époque romaine. Nous nous promenons le long du Rhin et nous retrouvons dans un endroit, encore une fois, très animé et agréable. De nombreuses personnes se relaxent sur la promenade, les pelouses, et on y admire une vue formidable sur le pont Hohenzollern. Restaurants, bars et maisons colorées font partie du décor emblématique de Cologne. Nous prenons maintenant la direction du musée du chocolat. Et c'est en 1972 qu'Ansimov, passionné de chocolat, découvre par le plus grand des hasards tout un container de vieilles machines, outils et emballages prêts à partir à la décharge. Il réalise très rapidement qu'il vient de trouver un véritable trésor et décide de tout remettre à neuf. L'idée du musée du chocolat est née, et c'est en 1993 que le musée ouvrira officiellement ses portes aux premiers visiteurs. Il accueille aujourd'hui plus de 600 000 visiteurs par an et est autonome financièrement, chose très rare dans le monde des musées. La visite se fait au travers de 9 espaces d'exposition répartis sur 3 niveaux et propose aux visiteurs un voyage à travers l'histoire culturelle du chocolat. Le quartier Rheinauhafen est un quartier jeune et attrayant avec une variété d'attractions. Le développement de 210 000 m², situé directement sur le Rhin, non loin du centre-ville, s'est rapidement imposé comme l'une des attractions populaires de la ville. Le quartier est composé d'un mélange d'immeubles résidentiels et de bureaux modernes entrecoupés de nombreux cafés, restaurants et galeries. Et pour nous qui aimons l'architecture et la culture, on peut dire que la nouvelle promenade est le trio de bâtiments appelés les tours de grue, qui s'élèvent à une hauteur d'environ 60 mètres et qui est vraiment très original. Les bâtiments en forme de grue de levage sont des éléments déterminants de la ligne d'horizon de la rive ouest du Rhin. Le mélange de bâtiments historiques et d'architecture moderne est une des caractéristiques du Rheinauhafen. Notre journée s'achève ici et nous retournons prendre le métro près de la place E-Markt pour rentrer. Et au cas où vous vous demandez si le nom de l'eau de Cologne est lié à cette ville allemande, eh bien c'est à un certain Giovanni Maria Farina, chimiste italien, qu'est attribuée l'invention de l'eau de Cologne. Et oui, son nom vient bien de la ville, puisque Giovanni a habité dans cette ville allemande dès 1609. Aujourd'hui, l'eau de Cologne originale est d'ailleurs toujours produite par la 8e génération de ses descendants à Cologne. Nous espérons que cette visite vous aura plu et vous incitera à découvrir cette ville allemande. À bientôt pour de nouvelles découvertes.